Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger. Vous êtes très nombreux à avoir répondu encore à notre sollicitation, à notre appel. Merci à vous tous. Le thème aujourd'hui, c'est comment bien gérer son patrimoine depuis l'étranger avec nos experts du cabinet Invest Expat. On va retrouver Cécile Bard, qui est Managing Director chez Invest Expat à Hong Kong, Bruno Bellas, qui est le fondateur, gérant et associé donc, de Altea Patrimoine, et Julien Vérillon, qui est gérant et associé d'Investexpat Altaria Patrimoine à Paris. Je vais leur passer la parole dans un petit moment. Vous avez un petit onglet questions sur la droite, donc n'hésitez pas déjà à nous faire un petit coucou, nous dire où vous êtes. Est-ce que c'est le soir pour vous en Asie? Est-ce que c'est le matin pour vous en Amérique? Dites-nous, faites-nous un petit signe, dites-nous où vous êtes, dites-nous bonjour. Ça nous fera plaisir. Et puis surtout, on est là pour répondre nos experts sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, surtout, posez vos questions autour de votre patrimoine, succession, immobilier, enfin, tous les thèmes, évidemment, qui vous concernent très directement. Et nos trois experts sont là pour vous répondre. Donc, soyez pas timides, posez bien vos questions. On a à peu près 1 heure ensemble. Sachez que ce webinaire sera disponible également en replay. Vous recevrez un mail juste à la fin du webinaire, donc dans un peu plus d'1 heure, avec un lien qui vous permettra de voir le replay ou de le faire connaître également à vos amis, connaissances qui n'auraient pas pu assister en direct. N'hésitez pas évidemment à le partager. On aura également un article dans lepetitjournal.com dans la semaine qui présentera le compte-rendu de la conférence et évidemment la vidéo aussi qui sera MBD que vous pourrez retrouver. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, déjà posez vite vos questions pour qu'on vous réponde. Et puis, évidemment, vous pourrez voir le replay pour pouvoir assister à l'ensemble du webinaire. Donc, voilà, vous êtes déjà un peu plus d'une vingtaine. Faites-nous signe, dites-nous où vous êtes. Voilà, Christian, il nous dit qu'il est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour, Christian. Ça doit être, du coup, c'est le printemps à Johannesburg, peut-être. Ça doit être ça, hein, puisqu'on est, on est à l'envers. Bienvenue, merci. Je vais passer la parole à Cécile, Bruno et Julien pour qu'ils se présentent rapidement, puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, Cécile. Donc, vous êtes à Hong Kong, hein? Exactement, moi je suis basée à Hong Kong, donc c'est le soir. Et c'est bien, en revanche, c'est bien l'automne comme vous. On est ravis de présenter ce webinaire. On espère pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. L'idée ce soir, c'est véritablement d'aborder des points un peu juridiques, notamment sur le régime matrimonial, les problématiques de succession lorsqu'on vit à l'étranger. On s'aperçoit que c'est des problématiques qui sont un peu différentes de nos clients qui sont basés en France. On gardera aussi les placements qui sont à privilégier, que ce soit placements financiers, immobiliers. Donc, on va essayer d'avoir une approche assez large. Mais je vais laisser la parole à Bruno, qui est donc le fondateur d'Altea Patrimoine et l'actuel gérant. Et Altea Patrimoine, c'est la maison mère d'Invest Expat. Oui, bonjour à tous. Donc, enchanté de participer à cette présentation. Donc, je suis en effet le fondateur du cabinet qui a été créé maintenant il y a 15 ans, tout juste d'ailleurs, donc en 2006. Et nous comptons aujourd'hui 20 collaborateurs qui sont disséminés sur le territoire et même au-delà du territoire, puisque Cécile donc œuvre, elle, sur la région de Hong Kong. Et donc, notre activité, comme l'a décrite Cécile, est axée sur la gestion de patrimoine. Alors, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Et donc, on le verra, on a énormément de cartes dans notre manche. On intervient sur des domaines très transversaux et ce qui nous permet d'avoir une certaine légitimité auprès de différents acteurs que sont les notaires, que sont les experts comptables, les avocats, etc. Voilà, donc ça, c'est notre leitmotiv. Parfait, merci Bruno. Peut-être Julien, quelques mots pour vous présenter. Bonjour à tous, ravi également d'être présent à cette webconférence avec le petit journal. Donc, moi, je m'occupe particulièrement, je suis associé donc, au groupe Altea Patrimoine et puis dans Invest Expat, je partage la direction avec Cécile et j'interviens régulièrement sur tous les dossiers, sur beaucoup de dossiers qui concernent nos amis expatriés à travers le monde et plus spécifiquement sur les aspects fiscaux. C'est un vaste sujet également quand on est non-résident. Déjà que quand on est résident, la fiscalité, c'est un sujet qui n'est pas simple. Donc, pour ceux qui sont expatriés, vous êtes confrontés
a une difficulté supplémentaire, c'est les conventions fiscales internationales. Donc, on va essayer justement de éclaircir certains points qui peuvent vous concerner, autant que faire se peut aujourd'hui. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Allez, les internautes, donc on a Daniel qui est à Lisbonne, Julie qui est en Italie. N'hésitez pas à poser vos questions, nos experts sont là pour vous. Je vais peut-être partager l'écran, une présentation que nous ont préparée Invest Expat. On va garder, si vous voulez bien, pour l'instant les questions sur la droite, et puis après on pourra peut-être passer peut-être ouvrir un plus grand écran. Est-ce que peut-être Cécile voulait peut-être ou Bruno nous présenter rapidement le cabinet, et puis après Cécile nous dire en quoi finalement ces enjeux liés à la gestion de patrimoine en tant qu'expatrié sont vraiment essentiels. Oui, je te laisse présenter le cabinet, Bruno. Oui, pas de souci, bien sûr. Donc, comme je vous le disais en préambule, c'est un cabinet que j'ai eu l'idée de créer il y a 15 ans maintenant, mais avec une idée forte qui est celle d'accompagner les clients tout au long de leur vie. Donc, quelque chose que dans une précédente vie de banquier, je ne connaissais pas parce qu'il y avait énormément de changements, énormément de mutations. Et je me suis dit que la meilleure façon de pouvoir accompagner des clients sur la durée, c'était de créer un cabinet. Et puis, d'autres personnes se sont reconnues dans cette philosophie. Et petit à petit, on s'est développé, on s'est implanté un peu partout sur le territoire français. Et jusqu'à, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, à créer une structure qu'on a intitulée Invest Expat, pour qu'elle soit marquée et connotée non résident, donc à Hong Kong. Donc aujourd'hui, notre cabinet compte 20 collaborateurs, comme je vous le disais, répartis sur 6 bureaux en France. Et notre cœur de métier, c'est la gestion d'actifs, donc que ce soit les actifs financiers et les actifs immobiliers. Et on le verra un peu après, mais pour qu'on puisse vous accompagner dans les meilleures conditions, eh bien, ça nécessite d'avoir une vision très transversale des choses, qui fait que ça nous amène à traiter tout aussi bien de retraite que d'assurance, santé, que de droit de la famille. Donc, on a vraiment une vision très, très transversale des choses. Très bien. Cécile, pourquoi, je le disais en fait, pourquoi la gestion de patrimoine, c'est un enjeu encore plus important pratiquement pour les expatriés? C'est un enjeu parce qu'on est dans un contexte international. Donc, du coup, plusieurs lois peuvent s'appliquer. Une fiscalité différente également peut avoir lieu lorsqu'on va réaliser un investissement. Donc, il y a différents sujets dont il faut faire attention avant, lorsqu'on part à l'étranger, avant son départ, pendant son départ, parce qu'on va le voir, plusieurs choses peuvent arriver. Donc, les points d'attention, quand on souhaite gérer son patrimoine à l'étranger, on va dire le socle, la base, c'est effectivement tout d'abord le droit de la famille, par bien savoir, bien connaître où choisir son régime matrimonial, et ensuite, à plus long terme, sur toutes les problématiques de transmission. Sur tout ce qui va être les investissements immobiliers, c'est de faire attention à la fiscalité, de tenir compte aussi des conventions fiscales internationales. Où va s'appliquer la fiscalité? Est-ce qu'elle s'applique uniquement dans le pays où se situe le bien? Est-ce que dans le pays où on habite, il y a aussi une fiscalité qui s'applique? Et puis aussi, sur les investissements immobiliers, quels vont être, comment on va choisir, sélectionner son bien, comment on peut le gérer depuis l'étranger. Et enfin, sur tout ce qui va être placement financier, là aussi, quels sont les supports qui sont vraiment dédiés aux non-résidents? Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui d'aller sur les marchés financiers, et comment aussi on gère son portefeuille? Et tous ces éléments sont extrêmement importants. Les premiers points peut-être par lesquels on voulait commencer cette présentation concernent tout ce qui va être droit de la famille. J'insiste dessus, j'en parle souvent en rendez-vous avec mes clients, même ceux qui veulent juste faire un investissement immobilier. On va revenir sur ce fondamental, c'est effectivement le régime matrimonial. Et souvent, on a eu l'occasion d'organiser des conférences avec des études notariales, et on s'apercevait que dans la salle, dans l'audience, finalement, peu de personnes étaient sûres de savoir quel était leur régime matrimonial. Alors peut-être avant, on va faire un rapide rappel des régimes matrimoniaux en France. Et puis après, moi, je vous ferai un peu les spécificités lorsqu'on est non-résident.
Très bien. Donc, je vais revenir donc sur cette partie des régimes matrimoniaux. Donc, le régime matrimonial, c'est quand même quelque chose de très, très important donc en droit français. Ça a été très, très bien appréhendé par le législateur. Et il y a une question récurrente qui revient de la part de nos clients, c'est que se passera-t-il si demain il arrive quelque chose à celui avec lequel je partage ma vie? Donc ça, c'est vraiment un sujet de fond. On peut y ajouter un deuxième sujet qui arrive aussi assez régulièrement, c'est que se passe-t-il si notre couple bat de l'aile, si on doit se séparer, et quelles seront les conséquences de cette séparation? Et tout ça, ça peut être appréhendé de façon très précise au travers des régimes matrimoniaux. Alors, qui dit régime matrimonial ni des nécessités de se marier. Et donc, la première question que nous, on va se poser, c'est est-ce que vous l'êtes déjà? Est-ce que vous avez pris des dispositions en ce sens-là? Si ça n'est pas le cas, il faudra qu'on construise avec nos clients une stratégie qui tienne compte du fait qu'ils ne sont pas mariés. Et là, pour ce faire, il y a quand même un éventail de solutions existants, tant en droit français qu'à l'international. Pour revenir sur les régimes matrimoniaux, à partir du moment où on fait le choix de se marier, de toute façon, le législateur a prévu une chose, c'est que quoi qu'il arrive, on relèvera d'un régime matrimonial. Et si on n'en a pas défini un expressément, on sera marié sous le régime de la communauté légale, qui est une communauté qu'on appelle réduite aux acquêts, c'est-à-dire qu'elle ne se compose que des biens que l'on va acheter. Cette communauté, en fait, les biens qu'on possédera ensemble, ce ne sera que les biens que l'on achètera pendant qu'on sera marié, c'est-à-dire qu'on va fixer un point de départ à nos acquisitions, c'est la date du mariage. Tout ce qui se sera fait avant, restera des biens propres, et tout ce qui sera fait après le mariage rentrera dans la communauté, sauf quelques exceptions, puisque si on reçoit des choses, il se peut que celles-ci rentrent également ou restent plus précisément dans les biens propres. Et puis on a la possibilité, si on souhaite déroger aux règles du régime légal qui s'appliquent, on a la possibilité de choisir son propre régime matrimonial. Donc un autre régime matrimonial qui peut être un régime communautaire, c'est-à-dire qu'on a la volonté de partager un maximum de choses, voire plus de choses que ce que prévoit le régime légal, ou à l'inverse, on peut très bien se dire, écoutez, moi, nous n'avons pas envie de mettre dans un pot commun nos avoirs pour telle ou telle raison, chacun a sa vision des choses, et auquel cas, il est possible de choisir un régime séparatiste. Et donc, dans les régimes séparatistes, on vous en a cité deux, puisqu'on parle de la séparation de biens, qui est le régime principal que l'on verra au quotidien dans les régimes séparatistes, mais on pourra évoquer également la participation aux acquêts, mais toute une déclinaison aussi qui peut se faire, puisqu'on fait vraiment du sur-mesure. Là, on a vraiment un éventail de solutions très, très important. On peut faire du sur-mesure pour que le régime matrimonial corresponde exactement aux attentes de ceux que l'on va accompagner, donc de vous, que nous allons accompagner demain. Merci Bruno. Oui, je complète juste pour que Cécile puisse enchaîner. Alors tout ça est vrai, est très vrai à partir du moment où on n'introduit pas ce qu'on appelle un élément d'extranéité. À partir du moment où il y a un lien qui se fait avec l'étranger, un domicile, un des deux membres du couple est étranger, à ce moment-là, on a des règles qui deviennent encore un peu plus complexes à appréhender. Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous parce que vous êtes bien évidemment tous concernés. Alors juste avant de vous passer la parole, Cécile, je vais relancer un peu les internautes. N'hésitez pas à poser vos questions. J'imagine que si vous assistez à cette conférence, vous avez des questions, des problématiques et nos experts seront là pour vous répondre. Donc soyez pas timides. Là, il y a Virginie de Zurich qui nous a rejoint, mais vous pouvez utiliser le petit onglet, poser une nouvelle question sur le panneau à droite. Donc on vous attend. Allez, on reprend la présentation, Cécile. Merci beaucoup. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un cours de droit et reprendre tous les fondamentaux. Déjà, parce que ce serait extrêmement compliqué de savoir effectivement quelle loi s'applique sur son régime matrimonial lorsqu'on est non-résident. Ça va dépendre des règlements européens notamment. Donc déjà de savoir si on est en Europe, si on est hors de la zone euro. Donc il n'y a pas une réponse simple. L'idée ce soir, c'est effectivement de vous donner un petit peu des pistes de réflexion et de vous montrer pourquoi c'est tellement important. Donc, comme l'a dit Bruno, effectivement, à partir du moment où on habite à l'étranger, il y a un élément d'extranéité qui va apparaître, ou si tout simplement on est marié également avec une personne de nationalité étrangère. Il y a différents règlements qui ont été mis en place et qui sont là également pour savoir quelle loi va s'appliquer à votre régime matrimonial si vous n'avez rien prévu. Si vous n'avez rien prévu, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, et ce qui concerne généralement une bonne majorité des personnes.
En France, Bruno l'a dit, à partir du moment où vous vous mariez sans faire de contrat de mariage, vous êtes sous un régime communautaire. Ce n'est pas forcément le cas dans l'ensemble des pays où vous pouvez vous situer. Vous pouvez très bien vous marier à l'étranger, ne pas faire de contrat de mariage et vous retrouver sous un régime de séparation de biens. Donc, il y a des règlements qui existent pour savoir quelle loi on va appliquer, et notamment pour les couples qui s'installent à l'étranger. Est-ce que la loi applicable dans ce cas-là sera la loi où on installe son premier domicile, sa première résidence principale après le mariage? Est-ce qu'on va prendre la loi qui s'applique à la nationalité des époux, quand les époux ont la même nationalité? Il y a plusieurs raisons qui peuvent, implicites ou explicites, qui peuvent déterminer une loi pour son régime matrimonial. Ce qui est important aussi, quand on habite à l'étranger, c'est la notion de mutabilité automatique, qui est souvent assez méconnue de la part de nos clients et qui concerne effectivement notamment tous les époux qui se sont mariés entre 1992 et même au-delà et jusqu'en janvier 2019. À partir du moment où on passe plus de 10 ans dans un pays, automatiquement, la loi qui s'appliquera à son régime matrimonial sera celle du pays de résidence. C'est automatique et ce n'est pas rétroactif. Donc, c'est extrêmement important puisque, par exemple, on prend une situation, vous êtes marié en France sous un régime communautaire, sans avoir fait de contrat de mariage, vous avez passé quelques années en France, et puis finalement, vous décidez de partir vous installer à Hong Kong, un pays que je connais bien. À Hong Kong, typiquement, c'est la séparation de biens. Donc, à partir du moment où vous passez plus de 10 ans à Hong Kong, vous vous retrouverez dans un régime de séparation de biens. Et en cas de séparation, de décès, d'investissement immobilier, on peut se retrouver avec différents régimes à liquider, notamment en cas de séparation, de décès, puisque ce n'est pas rétroactif. Donc, c'est important de le savoir. Lorsqu'on vit sous un régime communautaire ou lorsqu'on vit sous un régime séparatiste, les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Et on s'aperçoit souvent que cette mutabilité automatique, elle se passe et vous n'êtes pas forcément averti de ça. Donc, c'est important lorsqu'on est à l'étranger de prendre des dispositions et de voir comment on peut se protéger par rapport à ça. Alors, heureusement, on a quand même des solutions qui existent. Et la première solution, ça va être notamment soit vous n'êtes pas marié, de faire un contrat de mariage. Si vous êtes marié, dans ce cas-là, de déterminer une loi applicable à votre régime matrimonial. Ça va se faire devant un notaire. Là aussi, en fonction des pays dans lesquels vous allez vous trouver, il faudra bien respecter un certain formalisme, soit pour cette loi applicable ou pour un contrat de mariage. Bon nombre de pays ne reconnaissent pas forcément les régimes matrimoniaux. Donc, vont demander en termes de formalisme qu'il y ait bien effectivement la liste de tous les biens du patrimoine qui soit bien communiquée aux deux époux, que les deux époux aient deux conseils indépendants, parce que pour eux, c'est effectivement, à un moment ou à un autre, peut y avoir une pression sur l'un ou l'autre des deux époux. Donc, cette notion de régime matrimonial, c'est très franco-français. Donc, c'est extrêmement important en fonction du pays où on se trouve et du système juridique, de respecter aussi le formalisme lorsque l'on va réaliser un contrat de mariage ou un changement de loi applicable. Très bien. Est-ce que vous voulez passer au slide suivant? Nos internautes sont un peu timides. N'hésitez pas à poser bien vos questions. Il y a le petit onglet à droite. Je crois que ça marche, puisqu'on a eu des petits messages de bonjour. Donc, n'hésitez pas. C'est des points très importants. Je pense que peut-être il n'y a pas de questions parce que vos explications sont très claires. Cécile, vous voulez continuer la présentation? On va continuer sur les aspects juridiques. Et on va parler aussi maintenant d'un peu de succession. Je vais laisser la parole à Bruno pour nous expliquer en France comment ça se passe. Et là aussi, après, j'interviendrai sur la partie pour les non-résidents. On vous écoute, Bruno. Ah, on ne vous entend plus en revanche. Ouais, je sais pas. Moi, j'entends plus Bruno. Non. Moi non plus. Je vais reprendre. Je vais reprendre parce que je ne sais pas pourquoi on l'entend plus.
Donc, l'autre point important, là, on a parlé de régime matrimonial. L'autre point important aussi, c'est tout ce qui va concerner, on a souvent des questions sur ça, comment on anticipe, comment on prépare une succession, comment on anticipe la transmission de ces biens. Alors, en France, c'est assez simple. Et puis, en France, on a quand même notre code civil qui nous protège beaucoup. Entre guillemets, on est, notre code civil, on va dire merci à Napoléon, qui permet de prévoir beaucoup de choses. Même lorsque nous n'avons rien prévu, il y aura toujours un article de loi pour nous expliquer ce qui va se passer. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Et notamment, d'autres pays vont plutôt fonctionner par voie testamentaire pour organiser leur succession. Lorsqu'on est français, on n'a pas forcément cette habitude. Ce qui est important en France, et c'est pour ça qu'on leur parlait, c'est effectivement sur la répartition des biens en France, c'est qu'en France, on a notre fameuse réserve héréditaire. Vous savez que lorsque on va liquider une succession en France, il y a un principe, c'est qu'on ne peut pas déshériter ses enfants. On a eu beaucoup d'exemples avec des célébrités dernièrement dans la presse. Voilà, on ne peut pas déshériter ses enfants, et c'est ce qu'on appelle cette réserve héréditaire. Et ensuite, c'est de savoir comment on peut respecter cette réserve héréditaire lorsque on va s'occuper d'une succession à l'international. Et notamment, une loi là, qui est parue en août 2021 qui rappelle les principes de la République et de dire que même si une succession internationale qui a été soumise à une loi étrangère qui ne reconnaît pas la réserve héréditaire, sur les biens existants qui sont situés en France, on prendra en considération cette fameuse réserve héréditaire. Donc là aussi, l'idée, c'est pas de vous faire un cours pour expliquer comment se passe une dévolution successorale, mais de vous donner quelques tips. Alors, en France aussi, et notamment lorsque vous parlez de succession, de transmission, c'est de voir aussi comment vous allez protéger le conjoint survivant. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Quand on réfléchit à la transmission de patrimoine, souvent, on réfléchit par rapport aux enfants. Quel bien on va transmettre aux enfants, mais n'oubliez pas qu'avant de penser aux enfants, il faut d'abord penser à vous. Vous, en tant que conjoint, de vous protéger vous d'abord avant de penser aux enfants. C'est extrêmement important, surtout si on a un décès qui intervient de manière prématurée et puis du fait aussi qu'on vit de plus en plus longtemps. Donc, c'est important déjà de se protéger en tant que couple et puis ensuite de voir comment on peut anticiper la transmission des biens aux enfants. En France, effectivement, les droits du conjoint survivant vont dépendre si on a des enfants communs ou des enfants d'une précédente union. Lorsqu'on est en présence d'enfants communs, l'époux survivant, si rien n'a été prévu, pourra récupérer un quart en pleine propriété et ou la totalité de l'actif successoral du défunt en usufruit. En présence d'enfants communs, ce sera uniquement des droits en pleine propriété. Donc un usufruit ne sera possible. Donc, ce que je vais dire là est valable pour les non-résidents, mais c'est également valable pour nos clients ou personnes qui habitent en France. Lorsque vous commencez à avoir effectivement des réflexions sur ces sujets-là, il est important de préparer, d'aménager un petit peu certaines choses pour que ça se passe le mieux possible, que ce soit d'un point de vue civil ou d'un point de vue fiscal. Les aménagements qui sont possibles le sont notamment avec la donation entre époux, de faire une donation à son époux au moment où effectivement le décès aura lieu pour donner à l'époux survivant plus de droits dans la succession, soit plus de droits en propriété ou plus de droits à usufruit pleine propriété en fonction de ce que l'on souhaite faire. Est-ce que l'on souhaite mettre l'époux en indivision successorale avec ses enfants ou pas? On peut faire des stipulations particulières dans le contrat de mariage. Le testament, et puis vis-à-vis des enfants aussi, on peut anticiper ces successions par le biais de donations ou de donations partage, pour là aussi organiser et surtout voir quel bien on souhaite attribuer et à quelle personne et en quelle quantité. Bien sûr.
Alors, je crois qu'on a perdu Bruno. J'ai l'impression qu'il a perdu sa connexion, donc j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. On va poursuivre évidemment la présentation. Je voulais m'assurer également, parce que je ne vois pas de questions d'internautes, donc je suis un petit peu surpris. C'est la première fois qu'on a ça, donc tout est très clair. Et merci pour cette belle présentation, Cécile. Mais rassurez-moi, les internautes, est-ce que vous pouvez mettre des petits messages et me confirmer que ça marche bien, le petit panneau latéral, parce que je vois le message que j'ai mis. J'ai vu les premiers messages au début, donc j'espère que ce n'est pas un problème technique. Donc, si vous voulez bien mettre un petit message, je suis preneur. De toute façon, on va poursuivre la présentation puisque nos amis d'InvestExpect avaient particulièrement bien préparé. Et du coup, on a une très belle présentation. On va aborder tous les sujets. Oui, Vincent me dit que ça fonctionne. Philippe me dit bonjour. Super. N'hésitez pas à poser bien vos questions. Vous avez certainement, même si la présentation est très claire, vous avez peut-être des choses qui vont vous intéresser très directement et qu'on n'a pas encore bien abordé. On a une question voilà, une question de Christian qui nous demande de parler du PAX, les avantages et les risques. C'est effectivement une très bonne question puisque le PAX permet aussi de se protéger un minimum quand même de protéger son partenaire. En revanche, ce qui est important lorsqu'on est à l'étranger, par exemple, ou même lorsqu'on est en France, le PAX seul ne suffira pas à protéger son partenaire survivant. Il faut souvent passer par le biais d'un testament. Le PAX vous permettra effectivement de vous exonérer des droits de succession entre vous en cas de décès. En revanche, le testament permettra de vous rendre héritiers l'un de l'autre. Et ça, c'est une chose importante. Moi, j'ai souvent le cas ici de jeunes investisseurs qui veulent qui ne sont ni mariés, ni paxés, qui veulent acheter leur premier bien immobilier parce qu'effectivement, ils commencent à travailler, à avoir une belle épargne et se disent c'est le moment d'investir, qui n'ont pas forcément réfléchi au mariage. Et un minimum, je leur dis voilà, c'est important de vous paxer si jamais il se passe quelque chose pour éviter les droits de succession entre vous, mais aussi de vous rendre héritier l'un de l'autre. S'ils ne font rien, ce qui se passera s'ils ont fait un achat immobilier tous les deux, le partenaire survivant se retrouvera en indivision successorale avec sa belle famille. Ce n'est pas forcément un objectif souhaité à ce moment-là par le partenaire. Donc là, il y a des aménagements qui sont à faire. Ok, on a une question de Caroline, qui, ça doit peut-être son cas, qui explique que si on n'est pas marié, qu'on a seulement des frères et sœurs en France et qu'on habite à l'étranger depuis plus de 10 ans, qu'est-ce qui s'applique, je pense, dans le cas d'une succession, j'imagine? Je peux intervenir si vous voulez. Oui, bien sûr, Julien. Donc, effectivement, dans cette situation, on a, on va dire, que des frères et sœurs, ce qui suppose qu'on n'a ni enfant et qu'on n'est pas marié. Si on se réfère déjà au droit français, la réserve héréditaire n'a pas lieu de s'appliquer. Il n'y a pas d'héritier réservataire, puisque les seuls héritiers réservataires, ce sont les enfants et quand il n'y a pas d'enfant, le conjoint survivant. Donc, dans cette situation-là, Caroline, j'ai envie de dire qu'on est libre au niveau civil de disposer de son patrimoine aux personnes qu'on souhaite, que ce soit par testament ou assurance vie, voilà, en fonction. Après, au niveau fiscal, au niveau des droits, ça dépendra effectivement de plusieurs choses, notamment le pays dans lequel vous vivez et surtout où les biens sont implantés, parce que c'est de l'immobilier, mais ne serait-ce qu'au niveau civil, vous avez la possibilité de léguer votre patrimoine à qui vous souhaitez. Il n'y a pas de limite. Voilà. Très bien, merci Julien. On a encore 2 autres questions et puis après on passera à la suite de la présentation de la conférence. Virginie demande si on est paxé mais avec un testament conclu en France, celui-ci sera-t-il valide à l'étranger? Je ne sais pas qui veut répondre. Il sera valide à partir du moment où il y a un formalisme qui a été respecté. Mais oui, il s'appliquera, surtout qu'en France, les testaments sont de toute façon enregistrés. Mais il est important de se renseigner sur son pays de résidence et de voir ce qui est demandé de ce point de vue-là. Généralement aussi, ce que l'on peut conseiller, notamment lorsqu'on détient du patrimoine immobilier dans plusieurs pays, c'est de déposer un testament dans chaque pays où on va avoir ce patrimoine immobilier
pour être sûr effectivement que tout se passe selon ce que l'on souhaite par rapport à sa succession. Donc on peut tout à fait déposer des testaments dans plusieurs pays et généralement voilà, on conseille quand il y a du patrimoine immobilier en France, en Thaïlande, en Australie, de faire un testament dans tous ces pays où on aura ce patrimoine immobilier. Très bien, c'est très clair. Philippe pose une question qui est complémentaire. En fait, il habite en Thaïlande, il est marié avec une Française en deuxième noces. Il n'a pas d'enfant de son deuxième mariage, mais en revanche, il a des enfants de son premier mariage. Donc, il demande qu'est-ce qui va se passer du point de vue de l'héritage. Disons qu'on peut peut-être se mettre sur la slide. Il me semble qu'on a évoqué ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça va dépendre de plusieurs éléments. Ça va être difficile, Philippe, de vous donner une réponse comme ça, claire et précise. Mais ça va dépendre de plusieurs choses, notamment est-ce qu'il y a eu des dispositions de prise et de la composition du patrimoine. Donc, dans les grandes lignes, en général, lorsqu'il y a du patrimoine immobilier, il est soumis aux règles de droit français. Et le cas échéant, quand c'est du patrimoine plutôt sous forme de valeur mobilière ou de placement financier, le cas échéant, ça peut être soumis au pays de résidence. Maintenant, il n'y a pas que ça qui va rentrer en compte, puisqu'il va y avoir le lieu, bien sûr, où le décès a lieu, donc par exemple la Thaïlande, mais il y a aussi le lieu où vivent les héritiers. Et si les héritiers, notamment, vivent en France, bien que vous soyez décédé en Thaïlande, il ne faut pas que vous soyez décédé, c'est juste pour répondre à la question, il est probable que la loi française s'applique aussi du fait que des héritiers sont en France. Donc c'est là où il y a un intérêt, je dirais, à prévoir les choses autant que faire se peut, aussi bien avec la réglementation française, mais aussi avec se mettre en conformité avec la réglementation de votre pays de résidence. Voilà. Alors, voilà. Ça répond en partie à votre question, mais difficile d'être plus précis. L'intérêt aussi d'organiser, c'est surtout si vous avez des enfants qui ne se situent pas dans le même pays ou si vous avez des enfants en France et des enfants à l'étranger. Il arrive que lors de règlement de succession, on se retrouve avec des enfants qui n'aient pas les mêmes droits de succession à payer, tout simplement parce qu'il y en a un qui est en France et d'autres qui sont à l'étranger. Donc, je respecte. Voilà, il y a une inégalité entre les enfants parce que rien n'a été prévu, organisé. Et du coup, celui qui est en France peut se retrouver à payer plus de droits de succession que ses frères et sœurs. C'est ce qui est noté sur le slide, pour terminer. C'est noté, alors, je ne sais pas si vous voyez, sur la colonne de droite, c'est imposition en France des biens mondiaux si l'héritier ou légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins 6 années au cours des 10 dernières années précédant celle du décès. Donc, c'est l'héritier ou les légataires. Et il n'y a pas que le défunt qui est pris en compte pour savoir si on applique les droits de succession, notamment en France. Voilà. Donc, ça nécessite de prendre des dispositions pour être sûr de la loi applicable. Ça, bien, en même temps, je termine juste avec la question de Daniel, je pense, qui est assez similaire. Oui, tout à fait. C'est ce que je voyais, effectivement. Ça répond également à cette question. Si vous voulez bien, on va passer peut-être à un peu la deuxième partie de la conférence qui va tourner davantage autour de comment placer, comment faire fructifier son patrimoine à travers l'assurance vie, l'immobilier ou peut-être différentes placements boursiers, différentes options. On va dérouler ensemble avec nos experts la presse. Continuez à poser vos questions, n'attendez pas. Vous avez vu que Cécile, Julien et Bruno, qui malheureusement ont des petits problèmes de connexion, mais ils sont à disposition pour répondre à toutes vos questions. Ce sont nos experts. Je vous rappelle qu'on a encore à peu près une demi-heure ensemble, donc voilà, posez bien vos questions. Ce webinaire sera disponible en replay sitôt la fin du webinaire, donc vous recevrez un lien si vous ne pouvez pas assister à tout ou si vous avez raté le début, bien entendu, et la présentation sera également à disposition. Cécile, je vous redonne la parole peut-être pour passer pour faire un petit peu cette transition sur la partie investissement à privilégier. Mais justement, quand on anticipe une succession, on l'a vu d'un point de vue juridique, on va fixer la loi applicable, notamment par testament.
Ensuite, en termes d'investissement, ce qui va être intéressant, ça va être de souscrire un contrat d'assurance vie, et on va en parler en tant qu'outil patrimonial qui permet justement de transmettre des liquidités à ses bénéficiaires et une fiscalité plutôt avantageuse. Et puis en termes d'immobilier, ça va être effectivement soit d'utiliser le démembrement de propriété ou de mettre en place une stratégie sociétaire. On pourra aussi en dire quelques mots tout à l'heure. Juste sur l'assurance vie, l'assurance vie va être un support pour placer, faire capitaliser votre épargne financière, qui est plutôt un outil patrimonial qu'il faut au moins avoir dans son patrimoine. C'est un placement de long terme qui répondra à plusieurs de vos objectifs, que ce soit de diversifier votre épargne, de transmettre cette épargne à plus long terme à vos bénéficiaires. Ça peut permettre également d'obtenir des revenus complémentaires pour la retraite. Et comme on l'a dit, l'assurance vie a quand même un cadre fiscal qui est plutôt avantageux, que ce soit en France, mais d'autant plus aussi lorsqu'on est non résident. Ce qui va se passer en France, effectivement, l'assurance vie est depuis 2018 soumise à la flat tax pour la partie des intérêts lorsqu'on va faire un rachat sur son contrat d'assurance vie. Donc, c'est le prélèvement forfaitaire unique à 12,8% plus les prélèvements sociaux qui vont s'appliquer, mais on peut bénéficier d'abattements. Et puis, alors, je ne vais pas faire un cours là aussi sur la fiscalité, on garde un petit peu aussi des traces de l'ancienne fiscalité qu'on avait avant 2017 sur l'assurance vie. Lorsqu'on est non résident, autant tout à l'heure on disait sur les biens immobiliers, la fiscalité va plutôt s'appliquer dans le lieu de situation du bien, donc si c'est en France, c'est la fiscalité française. Pour l'assurance vie, on va plutôt tenir compte de ce que va dire la convention fiscale du pays de résidence. Et généralement, dans les grandes lignes, les conventions fiscales vont dire que pour tout ce qui va être placement financier, donc quand on a des intérêts, dividendes issus de placements financiers qui sont situés en France, on applique la fiscalité du pays d'accueil. Alors, dans certains pays comme Hong Kong ou Singapour, c'est plutôt attractif puisque c'est 0. Et la France va juste faire un prélèvement à la source de 10 ou 15%. Donc, il y a un intérêt à conserver ces placements et à les souscrire même en étant que non résident. Et surtout, on n'est pas soumis aux prélèvements sociaux. Les questions à vous poser lorsque vous ouvrez un contrat d'assurance vie, par rapport, si on revient un peu à la gestion de son patrimoine, c'est de savoir aujourd'hui quelle est votre situation matrimoniale. Est-ce que vous avez combien d'enfants? Est-ce qu'il y a des enfants d'une précédente union? Est-ce que vous avez déjà chiffré les conséquences de votre décès en termes de droits de succession? Est-ce que votre conjoint, si jamais vous décédez, pourra conserver son niveau de vie? L'assurance vie, souvent, va permettre de répondre à ces questions, puisqu'en matière de succession, l'assurance vie a un positionnement un peu particulier. D'un point de vue fiscal, l'assurance vie sera traitée à part dans les successions. Donc, lorsqu'on réfléchit à la transmission de son patrimoine, souvent on pense qu'au bien immobilier, mais il faut aussi se dire qu'à un moment ou à un autre, on peut transmettre des liquidités. Et si vous avez des liquidités à transmettre à vos proches, l'assurance vie va être l'outil le plus adapté parce qu'il y a un abattement notamment sur les droits de succession. En ce qui concerne l'assurance vie, on retient 2 articles du Code général des impôts en fonction de l'âge auquel vous avez versé les primes sur votre contrat. Est-ce que ça s'est passé avant 70 ans ou après 70 ans? Dans la majorité des cas, quand les primes ont été versées avant l'âge de 70 ans, vous pourrez transmettre les liquidités qui sont sur votre contrat d'assurance vie avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Et la fiscalité qui s'appliquera, l'assurance vie a sa propre fiscalité en termes de droits de succession. Au-delà donc, des 152 500 €, les primes seront taxées à hauteur de 20%. Jusqu'à 700 000 €, et puis au-delà, c'est 31,25%. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un abattement supplémentaire. Je pense que vous connaissez tous l'abattement qui s'applique lorsqu'on veut transmettre à ses enfants. Par parent, par enfant, on peut transmettre tous les 15 ans 100 000 € hors droit de donation et de succession. L'abattement de l'assurance vie va pouvoir se cumuler aussi à cet abattement. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle d'assurance vie comme outil successoral.
Donc, un point qui est important lorsqu'on va souscrire un contrat d'assurance vie, avant de parler de sur quel fonds on va placer son épargne, c'est aussi de bien rédiger sa clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire d'une assurance vie, c'est un petit peu notre petit trust à nous. On va pouvoir faire ce que l'on veut sur cette clause bénéficiaire. On va pouvoir désigner les bénéficiaires de son choix, même des personnes qui sont extérieures à la famille. On peut, pourquoi pas, avantager un enfant par rapport à un autre qui pourrait être plus en difficulté. Donc, de ce point de vue-là, l'assurance vie est véritablement un outil patrimonial à considérer lorsqu'on réfléchit en termes de succession. Et puis, après, lorsqu'on réfléchit également en termes de retraite, c'est là aussi, l'assurance vie aura une fiscalité avantageuse si vous faites des rachats programmés sur votre contrat pour obtenir des revenus complémentaires ou si vous décidez de sortir en rente viagère. Parfait. N'hésitez pas les internautes si vous avez des questions autour de l'assurance vie. Cécile nous a présenté ça de façon très claire. Alors, juste on a souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux souscrire un contrat d'assurance vie de droit français ou de droit luxembourgeois? Alors, c'est vrai que pour les non-résidents, les contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois sont véritablement, peuvent être plus pertinents, notamment parce qu'ils offrent une sécurité plus importante, notamment par rapport à la protection des capitaux, puisque lorsque vous allez souscrire un contrat d'assurance vie, les fonds seront placés dans une banque dépositaire et non pas directement chez l'assureur. On appelle véritablement une séparation des patrimoines. Et tout ça va être contrôlé par un commissariat aux assurances. Donc, c'est souvent un des avantages qui est mis en avant et qui fait qu'effectivement l'assurance vie de droit luxembourgeois est reconnue. L'autre avantage également, c'est que sur un contrat luxembourgeois, vous pouvez placer en multidevises. Vous pouvez placer en euros, en livres, en francs suisses, en dollars. Donc, lorsqu'on est non-résident et qu'on passe par différents pays, on peut avoir accumulé une épargne dans différentes devises. Donc, ça a du sens de pouvoir placer sur un contrat en utilisant la devise de son choix. Ce qu'on a mis aussi sur cette slide, c'est qu'effectivement, la fiscalité, lorsque vous êtes non-résident, est extrêmement avantageuse sur les contrats d'assurance vie. Donc là aussi, si jamais vous rentrez en France, des arbitrages peuvent être nécessaires avant de rentrer en France pour bénéficier de cette fiscalité avantageuse. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à l'assurance vie. Alors, pour l'instant, non, mais n'hésitez pas, les internautes, poser vos questions par rapport à ce placement, si vous êtes intéressé ou si vous êtes vous-même engagé. On peut, en attendant, peut-être évoquer toute la partie placement immobilier. Exactement, je vais laisser la parole à Julien. Oui, pour faire la transition avec l'assurance vie, donc qui est effectivement un moyen de placer ses actifs financiers et de préparer sa succession. L'autre moyen pour développer son patrimoine, ça va être bien sûr l'investissement immobilier, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur des conditions de taux d'emprunt historiquement très très bas, donc ça va venir inciter les épargnants à investir dans l'immobilier pour se créer un patrimoine. Donc là, en tant que non-résident, ça peut paraître effectivement un sujet un peu plus délicat à aborder, l'investissement immobilier, de par l'éloignement, on va dire, avec la France, que ce soit aussi bien pour choisir le type de bien, pour le gérer, et puis une solution aussi, la notion de financement, bien sûr, une question qui va revenir régulièrement, puisque l'intérêt de l'investissement immobilier, c'est de le financer par un prêt bancaire. Et donc, c'est vrai que tous ces éléments mis bout à bout peuvent rendre un peu difficile l'investissement immobilier en tant que non-résident. Mais bon, il y a quand même des solutions, puis on est là aussi pour vous faciliter la tâche, j'ai envie de dire. Donc, la première question à se poser, c'est quel type d'investissement immobilier, en prenant en considération ces différents éléments. Est-ce que je veux investir dans un bien immobilier classique où je fais de la location nue? Est-ce que je veux investir dans un bien immobilier que je vais plutôt louer meublé, soit sous forme de résidence de service, soit à la saison, sous forme en utilisant des plateformes comme Airbnb ou autres, ou éventuellement faire des investissements un petit peu plus spécifiques sur
Ça peut être notamment sur l'immobilier commercial ou sur des investissements en propriété. Donc, j'ai envie de dire, chaque dispositif immobilier est à regarder et va s'adapter en fonction de vos objectifs. Le plus connu, c'est la location nue. Alors là, pour simplifier, on vous a mis quelques étoiles pour vous donner les avantages, on va dire, et inconvénients de chacun des dispositifs. Donc, le plus connu, c'est la location nue. Vous êtes soumis au régime des revenus fonciers, qui reste des revenus qui sont relativement fiscalisés, même en tant que non-résident, hein, parce que là, on ne va pas développer forcément la partie fiscale, mais pour autant, sachez que les revenus sont imposés en fonction des conventions fiscales, en général, hein, dans le pays de lieu de situation du bien. Donc, si vous investissez en France, qui est la situation qu'on rencontre le plus souvent parmi nos clients, quand bien même ils vivent à l'étranger, ils souhaitent quand même investir en France, hein, pas que, mais malgré tout, c'est majoritairement des investissements qui se font en France. La fiscalité française va s'appliquer. Et donc, la location nue est soumise, les revenus vont être soumis aux revenus fonciers et ils peuvent être relativement fiscalisés. Donc, ça peut être un inconvénient dans certains cas. Donc, la valeur patrimoniale est bonne, mais la fiscalité est moins bonne, par exemple. Si on fait un investissement en location meublée, en résidence de service, par exemple, là, vous l'avez sur la droite, là, la fiscalité sera différente. Sans rentrer dans les détails, le régime fiscal de la location meublée est plus favorable très souvent que la location nue. Donc là, on a mis 4 petites étoiles, par exemple, pour le régime fiscal de la location meublée en résidence de service ou la location meublée classique. Par contre, peut-être qu'en résidence de service, vous aurez une valeur patrimoniale un peu plus faible et une liquidité un peu un bien qui sera un peu moins liquide. Si vous faites de la location meublée dans un bien plus traditionnel, type location, je sais pas moi, à la saison, au ski ou au bord de mer, la liquidité pourra toujours être très bonne et la fiscalité sera bonne aussi. Voilà. Après, la gestion sera peut-être un peu plus compliquée puisque voilà, il y aura plus de turnover. Donc, effectivement, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun des dispositifs, mais tout ça pour vous montrer qu'en fonction de ce qu'on recherche, on a mis quelques critères, la valeur patrimoniale, la liquidité, la fiscalité, la transmission ou la gestion. Eh bien, on est là aussi pour vous aider à faire le bon choix. Mais merci Julien, c'est très clair ce panneau. Est-ce que peut-être on va regarder quelques questions. Oui, quelques questions, absolument. Alors, on a une question de Christian qui revient, lui, sur l'assurance vie. Hein. On reviendra aussi sur l'immobilier, évidemment, qui demande, nous avons une assurance vie ouverte en tant que non-résident, donc qui vit à l'étranger. Quelle sera la fiscalité si nous souhaitons l'utiliser pour recevoir une rente complémentaire mensuelle? Donc, liquider son assurance vie en rente mensuelle. Alors, il y a deux solutions. Soit effectivement, pour obtenir des revenus complémentaires au moment de la retraite, soit on fait ce qu'on appelle des rachats programmés sur son contrat. Et dans ce cas-là, la fiscalité qui s'appliquera sera celle, si on est non-résident, qui est prévue dans la convention fiscale. Donc, fiscalité du pays d'accueil et prélèvement ou pas de la France à hauteur de 10%. Si la sortie se fait en rente viagère, donc dans ce cas-là, c'est un système un petit peu différent. En fonction de l'âge à partir duquel vous mettrez en place cette rente viagère, ça sera considéré une pension de retraite en France. Donc la fiscalité qui s'appliquera en France sera celle effectivement de l'impôt sur le revenu. Très bien, on a une question de la fiscalité dans le pays d'accueil. Bien sûr. On a une question de Corinna, Julien, c'est peut-être vous qui allez pouvoir répondre. Corinna est non-résidente, elle a donné en location en septembre son appartement et elle demande comment prendre en compte le seuil des 23 000 € par année civile pour calculer le revenu, sachant qu'elle a un loyer de 2 000 € pour un an entier. Alors, je ne sais pas si c'est… non, ça doit être 2 000 € par mois, donc elle dépasse le seuil. Oui, pour moi, c'est bien. Je pense que Corinne fait référence au statut de loueur en meublé. Enfin, oui. Je pense, c'est sûr. Fait référence au statut de loueur en meublé, plus particulièrement quand on fait de la location meublée. À l'intérieur du régime de la location meublée, il y a deux sous-régimes. Il y a la location meublée dite non professionnelle et la location meublée professionnelle. Alors, les deux ont
ont des avantages assez similaires. La particularité, quand on est loueur meublé professionnel, il y a plusieurs particularités. On va avoir une fiscalité qui va être différente, notamment au niveau de la cession. On sera soumis aux plus-values des professionnels. Et surtout, il y a un impact au niveau social, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, loueur meublé professionnel, ça veut dire que vous êtes un professionnel. Et donc, là, on estime que vous devez cotiser au niveau des charges sociales. Hein. Alors, la question qui est posée ici, c'est de se dire, est-ce qu'automatiquement, il y a des conditions, en fait, pour devenir loueur meublé professionnel? Si elles sont respectées, je suis loueur meublé professionnel. Si elles ne le sont pas, de facto, je suis loueur meublé non professionnel. Et une des conditions, enfin, il y a 2 conditions à respecter, pour faire simple. Il y a la notion du montant de loyer perçu annuellement. Donc, c'est au-delà de 23 000 euros, il faut un minimum de 23 000 euros de loyer pour être considéré comme loueur meublé professionnel. Et une condition cumulative, qu'il faut que ces loyers perçus soient supérieurs à ces autres revenus professionnels. Donc, si on prend l'exemple d'un résident français, c'est assez rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare que ses loyers soient supérieurs à ses salaires, pour faire simple. Par contre, quand on est non-résident, les revenus à prendre en compte sont les revenus professionnels perçus en France. Et la plupart du temps, quand vous êtes non-résident, vous n'avez pas de revenus professionnels en France, donc c'est 0. Et à partir du moment, effectivement, où vous détenez des biens immobiliers qui vont générer plus de 23 000 euros de loyer à l'année, et que vous n'avez pas de revenus professionnels en France, vous allez vous retrouver de facto sous le régime d'allocation meublée professionnelle. Alors, est-ce que c'est un inconvénient, un avantage ? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Ça dépend si vous souhaitez revendre des biens. Il y a un avantage qui peut être intéressant au titre de l'IFI, c'est que quand on est loueur meublé professionnel, on peut, sur certaines conditions, être exonéré d'impôt sur la fortune immobilière. On n'a pas abordé le sujet, c'est souvent un sujet qui fait tilt pour les personnes qui sont concernées. Alors là, répondre précisément à la question, le loyer de 2 000 euros, donc pour un an entier, je dépasse le seuil, c'est du LME1, je n'ai pas d'autres revenus. Donc, pour répondre à la question, si vous n'avez pas d'autres revenus en France et que vous avez plus de 23 000 euros de loyer en France, vous serez considéré comme loueur meublé professionnel avec toutes les incidences que ça peut avoir, qui sont pas forcément négatives, mais il faut les appréhender pour faire le point. Voilà. Moi, j'ai une question, Julien. En fait, parce que vous l'avez dit, l'immobilier est un placement très attractif. Les taux sont exceptionnellement bas actuellement. Mais est-ce que quand on est non-résident, c'est facile d'accéder aux prêts bancaires en France ? Alors, nous, c'est un des sujets auxquels on a été confrontés quand on a développé le bureau, donc Invest Expat à Hong Kong notamment, en Asie, puisque on s'est aperçu que beaucoup de non-résidents avaient une problématique de financement, parce que souvent on est géré dans son agence locale en France, et à partir du moment où on devient non-résident, ça devient compliqué, je dirais, pour le banquier du quotidien de prêter de l'argent à quelqu'un qui vit ailleurs qu'en France. Donc, on a réussi à créer des partenariats avec certaines banques qui maîtrisaient ce sujet-là. Et est-ce que c'est compliqué ? Pas forcément. Par contre, effectivement, il peut y avoir des conditions, on va dire, complémentaires par rapport à un résident français pour obtenir un financement. Les taux vont être sensiblement les mêmes. Ça, c'est la bonne nouvelle que pour un résident. Donc, on sera sur des taux ultra attractifs aujourd'hui, hein, de l'ordre de 1% sur 20 ans, pour faire simple, suivant les établissements. Par contre, où c'est un peu plus compliqué, où ça se durcit, c'est plutôt sur les notions d'apport. Alors, pas forcément d'apport dans le projet, mais surtout dans les notions d'apport en épargne collatérale, puisque comme en tant que non-résident, vous n'avez pas forcément de revenus professionnels en France, ce qui n'est pas le cas quand on est résident, eh bien la banque va vouloir on va dire, récupérer du cash et va pouvoir demander de l'ordre. Alors, ça dépend des établissements, faut être clair, mais on va être entre 20 et, pour les moins gourmands, entre 10 et 20% d'apport ou de cash à mettre en déposit dans la banque qui va vous prêter, et ça peut aller jusqu'à 50%. Voilà. Donc ça dépend effectivement des situations.
et des établissements bancaires. Donc, ça peut être le cas, ça peut être un point, la notion d'apport ou de dépôt, qui rend un peu plus difficile l'accès à l'investissement immobilier par le crédit. Ça nécessite d'avoir un peu de cash. D'où l'intérêt de bien définir son plan de financement avant de partir sur un projet immobilier pour être sûr de savoir sur quel budget on peut se positionner en tenant compte, comme l'a dit Julien, des contreparties commerciales qui peuvent être demandées par la banque, des frais d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence s'il y a lieu. Pour, au moment où on se positionne sur le bien, on connaît un petit peu le montant des liquidités à placer. Très bien. Virginie demande s'il y a des établissements plus souples que d'autres. Alors, j'imagine que oui, mais ça dépend aussi des conditions. Oui, il y a des établissements qui sont plus souples que d'autres. Oui. La réponse, c'est oui. Et ben voilà, vous contacterez nos experts d'InvestExpat et ils sauront vous trouver les bonnes solutions. On aborde les dernières minutes de ce webinaire. Posez bien vos toutes dernières questions, les internautes. C'est le moment, dernière salve de questions. Cécile, peut-être, je ne sais pas si Bruno nous entend et si on entend Bruno parce qu'on l'a perdu à un certain moment. Non, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à l'entendre. Je ne sais pas pourquoi. Ça marchait bien tout à l'heure, mais plus maintenant. Cécile, je pense que avant de clôturer et de répondre aux dernières questions, s'il y en a, je pense que ce serait intéressant de revenir sur un point. C'est pourquoi il est vraiment important pour nos expatriés. On a perdu notre animateur. Ah, pardon. Voilà, on vous entend, Bruno. Ah. Bon, on ne vous entend plus. Bon, enfin bref. Alors, du coup, je pose la question et on verra si Bruno aussi s'il répond. Mais pourquoi c'est important pour les expatriés de se faire... Cécile, Julien, vous pouvez répondre à Jen qui a une question? Ah oui, effectivement, il y a Jen qui a posé une question à laquelle on n'a pas répondu. Alors, répondons à la question de Jane et puis allons-y. Bruno, on vous entend épisodiquement, mais si vous voulez répondre. Concernant un patrimoine détenu en France. Allez-y, Bruno, vas-y. Il n'y a pas vraiment. Alors déjà, où vous expatriez? Je ne sais pas si. Pardon, Cécile? On parle de la notion de réserve héréditaire. C'est ça. Donc, qui veut répondre? Vous voulez que je réponde? Allez, Bruno. J'essaie de répondre à Jane. Bonjour, Jane. Donc déjà, vous détenez un patrimoine immobilier qui est situé en France. Donc on a déjà, comme on l'a évoqué un petit peu plus en amont, ce sujet du fait qu'à partir du moment où un bien est situé en France, il relève de la loi française pour la transmission. Donc il faudrait aussi savoir d'autres éléments, c'est où sont situés vos enfants, pour qu'on puisse appréhender un peu plus ce dossier. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments là que vous évoquez dans votre question. Et notamment, la dernière question, c'est l'avant-dernière, c'est où dois-je m'expatrier? Mais tout ce que vous posez, toutes les questions que vous posez sont liées. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir peut-être un échange après cette visio pour prendre les différents éléments de votre situation et essayer de les traiter de façon plus précise. Vous avez le slide des contacts donc de Cécile, de Bruno et de Julien. Donc, mais une chose est certaine, c'est vrai que dans la question que vous posez, si vous liquidez votre patrimoine français, déjà, vous pouvez échapper à la loi française. Sauf que Jen vit en France. Mais le fait est, c'est que vous êtes aussi résidente française. Donc, pour l'instant, ça ne solutionnerait pas. Mais si vous envisagez une expatriation plus la liquidation de votre patrimoine français, à un moment, oui, vous arriverez à échapper à la loi française. Très bien, merci Bruno. Sauf si l'un ou l'autre de vos enfants sont résidents français. C'est pour ça que je vous disais que tout est un peu lié dans une transmission, parce que le but du législateur, c'est d'éviter qu'il y ait de la fuite au niveau de la fiscalité. Donc, ils essayent de verrouiller un petit peu tout. Donc, soit le lieu de résidence, le lieu de situation du bien, soit le lieu de résidence du défunt, soit le lieu de résidence des héritiers. Donc, il faut qu'on appréhende tous ces sujets-là avec vous pour vous faire une réponse plus précise.
Parfait, merci Bruno. On arrive à la fin de ce webinaire. Vous avez le slide et les contacts de Cécile, de Bruno, de Julien qui s'affichent. Donc, n'hésitez pas évidemment à contacter-les. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce webinaire en replay dans quelques instants. On a perdu vous aurez un article également dans les. Vous aurez un article. Non, c'est bon. Bruno, Cécile, Julien, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, mais. Bruno, c'est bon, on est en train de parler. Je pense que tu as un décalage. C'est toi qui dois avoir un décalage, ouais. Ouais, je pense que. Ah, d'accord, ok. Ça coupe. Ah, ben, je ne l'ai pas, moi. Ok, pardon. Peut-être un mot de la fin, Cécile, justement, sur l'importance de se faire accompagner. Autant pour moi. Finalement, on a plus de décalage avec la France qu'avec Hong Kong. Donc oui, je vais faire le mot de la fin. On est ravis d'avoir pu participer à cette présentation. L'idée, c'était de montrer, d'avoir différents sujets de réflexion sur cette approche globale sur la gestion de son patrimoine et les problématiques qui peuvent arriver lorsque l'on vit à l'étranger. Bien évidemment, il est important de se faire accompagner, de prendre conseil auprès des cabinets de gestion de patrimoine comme le nôtre, sur des questions après plus poussées, notaire, avocat, en fonction des problématiques. C'est important également d'avoir une réflexion sur le long terme. On sait que trop bien, lorsqu'on vit à l'étranger, c'est aussi y avoir une notion d'incertitude, de savoir combien de temps on reste dans un pays, est-ce qu'on va partir dans un autre pays. On en parlait tout à l'heure sur les régimes matrimoniaux. Donc, si on peut sécuriser et peut tranquilliser l'esprit en disant voilà, on a déterminé les choses, ça peut permettre par la suite d'appréhender de futures expatriations de manière plus sereine, de toujours faire attention sur les investissements immobiliers, quelle va être la fiscalité qui peut s'appliquer en France, mais qui peut s'appliquer aussi dans son pays de résidence. Et puis, à plus long terme, lorsqu'on réfléchit en termes de transmission de patrimoine, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Et souvent, on n'en a pas parlé là, mais il y a des choses qui doivent se mettre en place dès le départ, comme notamment tout ce qui va être stratégie sociétaire. C'est pas au moment où on est, entre guillemets, sur le point de rédiger son testament qu'il faut le faire, mais plutôt dès qu'on réalise ses premiers investissements immobiliers. Donc nous, c'est la volonté de notre cabinet. On accompagne nos clients dans le développement de leur patrimoine, mais jusqu'aux problématiques de succession. Donc on aura toujours ce regard-là quand on va conseiller nos clients. Merci Cécile, merci Julien, merci Bruno, merci à tous, le cabinet InvestExpat, pour cette très belle présentation, avoir répondu à tous nos internautes. Merci à tous pour vous être connectés en direct. Vous pouvez dans quelques instants retrouver le webinaire en replay. Si vous n'avez pas assisté à tout, vous pouvez contacter évidemment nos experts. Vous avez les contacts qui s'affichent à l'instant et on vous retrouve bientôt sur lepetitjournal.com dès demain avec un article récapitulatif et puis bientôt également pour un prochain webinaire. Merci à tous, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne journée. Merci beaucoup. Revoir, merci. Merci pour vos questions. Merci Hervé pour la présentation. Au revoir, merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.